Bonjour à tous et bienvenue dans la sphère du handball, dans cette nouvelle émission à la découverte de. Bonjour Sébastien. Salut Maxime. Et donc aujourd'hui, pour cette première émission, on a la chance et l'honneur d'accueillir donc Mehdi Guiri, l'entraîneur de la SPTT Mulhouse-Rixheim. Bonjour Mehdi. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Très très bien, merci. Et toi? Ça va bien? Ça va, j'espère très bien. Super. Donc Mehdi, donc je l'ai dit, nouvel entraîneur de la SPTT Mulhouse-Rixheim que tu connais bien, club que tu connais bien puisque tu as été longtemps joueur dans ce club. Si je peux commencer, ma première question est simple. Est-ce que le poste de joueur ne te manque pas? Si par moment, bien sûr que ça me manque parce que c'est encore très récent, mon fait d'avoir arrêté ma carrière de joueur. Maintenant, dans un grand coin de ma tête, je suis vraiment passé à autre chose. Et, et voilà, on va dire que c'est ce qui me manque, c'est pas les entraînements, c'est plutôt l'avant-match et certainement certaines situations de match. Ça me manque. Tout ce qui est entraînement, courir sur la piste et tout ça, j'ai assez donné. Donc, Bizarrement, je comprends. Je m'attendais un petit peu à cette réponse. Moi, si je peux enchaîner, Sébastien, promis, je te laisse la parole après cette question-là. Quelle préparation tu as eue cet été psychologiquement? Comment on arrive à faire cette transition de joueur au poste numéro 1 de l'entraîneur? Parce que ça change quand même pas mal. ouais, c'est tout autre. Bon, après, j'ai quand même évolué dans un club où je faisais entraîneur-joueur. Donc, D'accord. je faisais quand même la préparation et je faisais à 85% de tous les entraînements de la semaine. Donc, et je joue en même temps, du coup. Mais, mais c'est vrai que là, c'est vrai que c'est différent parce que dans le sens où, bah, en plus, on a changé l'équipe à 50%. On a 8 nouveaux joueurs. Donc, 8 joueurs qu'on connaît, que je connais de nom, que je connais pour avoir vu sur les vidéos ou les anciens adversaires. Donc, mais voilà, tout ça a créé une nouvelle osmose, faire en sorte que la mayonnaise prenne entre les anciens, les nouveaux, créer un groupe solidaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, ça, c'est toute une technique, une tactique, j'ai envie de dire. Mais autre, pas sur le 40-20 seulement, mais autre aussi. Donc, de se préparer à ça, ça a été des fois beaucoup de questionnements. Et Oui. après, bon, bah, on teste des choses, ça marche, ça prend, ça marche pas, bah, on jette. Comme je dis souvent à mes joueurs, on a une boîte à outils, bah, on essaye de prendre ce qui marche le mieux sur l'instant T. Et voilà. Ok. Moi, j'aurais juste aimé savoir, Mehdi, par rapport justement à ce que tu viens de nous dire, quelle est justement entre la saison dernière et cette saison-là, la petite chose qui a fait que tu as justement fait la transition complète, c'est-à-dire tu es passé du statut d'entraîneur-joueur à celui d'entraîneur à part entière. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir ce changement de statut, c'est-à-dire pas remplir encore une année comme tu l'as déjà fait dans le schéma que tu avais déjà connu, vraiment devenir, entre guillemets, prendre la casquette et le costume complet de l'entraîneur, voilà. Bah, c'est pas un choix que personnel, pour être honnête avec vous. Je pense que j'avais encore, sans me vanter, les qualités pour faire encore, et le physique, le mental, tout ce que vous voulez, pour faire encore une saison en Mhm. tant qu'entraîneur-joueur. Mais c'est vrai que l'équipe changeait beaucoup. Il y avait quand même tous les anciens qui avaient plus de 30 ans, sauf Darko Svetkovic, le gardien, qui allaient arrêter. C'est une page qui se tournait pour le club. C'est une année de transition. Et peut-être que la meilleure façon de repréparer le futur de la SPTT Mulhouse-Rixheim, c'était en fait de vraiment faire une grosse année de transition et de chercher quelqu'un. De toute façon, si ce n'était pas maintenant, ça aurait été dans un an, chercher quelqu'un qui me remplace, qui prenne les rênes de l'équipe sur le terrain aussi. Donc, Mhm. on a essayé de trouver. On a eu des contacts avec certains joueurs, d'autres, avec des joueurs, ça s'est bien passé, ils sont venus. D'autres, ils ont préféré partir ailleurs. Donc, c'est vrai que c'était une grosse charge de travail en fin de saison pour les dirigeants et pour moi, pour reconstruire une équipe. Maintenant, voilà, j'ai envie de te dire que d'un côté, je suis content d'avoir arrêté et d'un autre, c'est vrai que ça me manque un peu de temps en temps. Mais au final, je sais que la suite de ma carrière se mettra en forme en tant que coach et pas en tant que joueur. Et au pire, il me restait un an à jouer. Mhm. Donc,
voilà, j'ai arrêté avec Rixheim, j'ai arrêté avec l'équipe nationale du Maroc. Et voilà, il faut tourner la page à un moment donné. Maintenant, c'est un nouveau job et voilà. D'accord. Donc on peut dire qu'il n'y aura pas bon, je t'en ai déjà posé la question il y a quelque temps, il n'y aura pas de championnat du monde en Pologne-Suède en Non, janvier prochain? non, 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 il n'y aura pas de championnat du monde. Il y a les jeunes qui sont là pour justement se préparer parce qu'on sait que le Maroc ne gagnera pas le championnat du monde, n'ira pas chercher une médaille comme à la CAN par exemple, donc où on a cherché la troisième place. Mais voilà, je pense que voilà, faut partir au bon moment. Je pense que je suis parti peut-être au bon moment, pas faire l'année de trop. Voilà, j'ai terminé avec Rixheim sur une saison moyenne. On avait fait une bonne première partie, une deuxième partie beaucoup moins bonne, et du coup, on termine sur une saison moyenne. Maintenant, avec le Maroc, je termine avec une médaille de bronze. Voilà, c'est plutôt cool. Ouais, Plutôt, ouais. c'était une bonne expérience. Et du coup, voilà, maintenant faut plus penser à avant. Bien sûr que des fois, ça me démange, forcément, c'est normal. En plus, je suis vraiment un entraîneur joueur, parce Mmh. que dans l'âme, je veux dire, hein. Bien sûr, des fois, ça me démange, mais voilà, c'est un nouveau rôle, c'est un nouveau métier pour moi à temps complet, du coup. Et c'est ça qui est important. Et D'accord, donc la maintenant, transition, elle est vraiment faite, quoi. Aujourd'hui, c'est Mehdi Guiri, pardon, dans le costume d'entraîneur. Voilà, OK. Ouais. C'est vraiment Mehdi Guiri dans le costume d'entraîneur. justement, on peut parler de ce nouveau rôle d'entraîneur. Comment on gère les nouvelles pressions? Parce qu'on a par exemple des nouvelles pressions médiatiques, d'où déjà tu es venu ici, des nouvelles pressions au niveau administratif, tout ça. Comment on arrive à gérer tout ça? Et est-ce qu'en fait, on passe d'une carrière vraiment exceptionnelle avec des médailles, on en a parlé, avec un poste de joueur, à maintenant un poste d'entraîneur? Est-ce que c'est la logique des choses pour toi? Est-ce que c'était préparé? Oui, moi, je pense que, en tout cas, je parle pour moi, pour mon cas, je pense que ça fait longtemps que je sais que je vais finir entraîneur. Ça, c'est pas une surprise enfin, c'est une surprise pour personne, en fait. Mon père a déjà été entraîneur de haut niveau. Moi, depuis tout petit, j'avais toujours des équipes à suivre de minimes, de cadets. Après, c'est devenu moins de 15, moins de 13, etc. Donc, j'ai toujours suivi pratiquement une équipe. Donc, non, j'aime vraiment ce rôle-là. J'aime vraiment ce rôle-là. Après, maintenant, c'est un rôle à plein temps avec de la pression, avec des objectifs à respecter de club, des objectifs sportifs aussi des fois élevés par rapport à l'équipe qu'on a, des choses comme ça. C'est gérer la pression des joueurs aussi. C'est vraiment chose à laquelle j'ai vraiment pris du recul en ce début de préparation parce que je vois, vu que je suis plus dans les vestiaires, je partage plus les mêmes moments, je vois des choses autres que je ne voyais pas avant. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Mais à côté de ça, c'est vraiment ce rôle-là d'entraîneur, de manager, de mettre bien les joueurs, de connaître son joueur, ses joueurs personnellement, en dehors du handball, sur le terrain, comment ils sont, parce qu'on peut être d'une façon sur le terrain, d'une autre façon en dehors. Donc, tout ça, c'est vraiment enrichissant pour moi parce que je découvre des personnes aussi humainement. Comme je vous ai dit avant, on a changé l'équipe à 50%, donc il y a 8 nouveaux joueurs. Et aussi, sportivement, j'apprends de plus en plus à les connaître. Donc, c'est vraiment enrichissant pour moi. Et après, à moi de faire, avec mon adjoint, la meilleure des choses possibles avec l'équipe qu'on a et le groupe qu'on a. Ah, c'est vrai, effectivement, je pense que c'est une gymnastique en fait intellectuelle, tactique un peu autre. Et c'est vrai que ça change Ouais, complètement. On change de décor, quoi. ouais, non, mais clairement, parce qu'il y en a qui comprennent le message directement, car Mm. on a joué ensemble ou alors je les ai déjà entraînés quelque part. Et il y en a qui le comprennent moins vite parce qu'ils sont nouveaux, ils avaient d'autres messages aussi de leur ancien coach, des choses comme ça. Donc, c'est aussi nouveau pour eux, mais c'est vachement enrichissant d'apprendre à connaître la personne, comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle arrive à percevoir et à enregistrer vite, qu'est-ce qu'elle a là où elle a plus de mal aussi à percevoir et à enregistrer moins rapidement du coup. Donc non, c'est un métier plein et je pense que c'est vraiment pas facile et ceux qui pensent que le coaching
d'une équipe comme ça, c'est facile. Non, non, faut vraiment connaître ses joueurs, il faut vraiment aller au bout, profond, pour chercher le maximum et c'est ça qui est important. C'est vrai, c'est un nouveau monde, on peut dire quelque part, avec de nouveaux objectifs pour toi, quoi. Mais justement, c'est un peu la transition que j'aimerais faire justement avec toi et par rapport à ce qu'a dit Maxime, justement, le rôle d'entraîneur. Maintenant, comme tu l'as dit, tu le découvres vraiment à 100%, on va dire. Et justement, est-ce que tu aurais un petit mot par rapport à l'affaire, entre guillemets, comme je t'ai dit en off, du coach de Cournon d'Auvergne, Luca Bouchta, qui a été remercié déjà au bout de 2 journées, quoi. Je voulais savoir déjà si tu étais au courant, quoi, et un peu avoir sans faire forcément d'adélation ou d'autres choses, mais vraiment avoir ton avis là-dessus, quoi, par rapport justement à ce que Bah, ça. là, j'ai appris qu'il a été démis de ses fonctions, je crois que c'était début de semaine, il me semble, hein. C'est Euh, ça, après la deuxième journée, oui, tout à fait, au sortir de la après, défaite d'Angers, quoi. après 2 journées. Après, Cournon a des objectifs très élevés. Ils veulent monter. Ils ont fait un recrutement pour. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le club. Je ne connais Mhm. pas les ententes qu'ils avaient entre l'entraîneur, le président, les joueurs et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est un peu tôt. Je trouve que c'est un peu tôt. Si on devait à chaque fois enlever un entraîneur au bout de 2 défaites de suite, peu importe les journées ou même dès le début de journée, bah, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup d'entraîneurs sur le carreau aujourd'hui. Mais voilà, non, je pense que c'est un peu tôt. Après, je ne connais pas ce qui s'est passé à Cournon, l'entente qu'ils avaient. Je sais que l'objectif, c'est de monter. Ils l'ont clairement annoncé. Maintenant, voilà, c'est le choix des dirigeants là-bas. C'est leur choix. Mais c'est vrai que quand tu signes quelque part, tu dois avoir la confiance de tes dirigeants Oui. et voilà, et vice-versa. Et voilà, je sais que moi, ici, je l'ai à Mulhouse. Je sais que c'est un projet sur 3 ans de remonter en Pro League. Donc, ça se construit et tout ça. Cournon, eux, ils ont des envies très, très rapides de monter en Pro League. Donc, s'ils estiment que c'est la meilleure des décisions pour le futur tout de suite, c'est libre à eux. Mais c'est vrai que ça, au bout de 2 journées, c'est quand même dur. Et je pense que c'est pas arrivé très, très souvent quand même. C'est vrai. Surtout si je peux me permettre une petite parenthèse, il y a quelqu'un que je salue au passage, Yacine Idrissi, quoi, qui est aussi à Cournon, quoi, quelqu'un que je connais bien aussi et qui n'a pas joué le début de saison. Je ne sais pas s'il est blessé ou pas. En tout cas, un petit coucou à Yass, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a déjà Yacine qui n'est pas là. C'est vrai que Cournon, quoi, on va dire entre guillemets, on n'a pas le début de championnat à escompté, c'est vrai, mais après, moi je trouve à titre personnel, là, c'est maintenant mon opinion que 2 journées déjà, ça fait un peu beaucoup, même si comme tu dis, il y a les objectifs, etc. C'est pour ça que je veux avoir un peu ton avis, quoi, justement, sur le costume d'entraîneur, parce que souvent, alors ça, je ne vais pas vous faire le vieil adage, mais souvent on dit que souvent l'entraîneur c'est une personne, donc c'est plus facile de taper sur une personne que sur un seul collectif, quoi, et que souvent la réponse, elle est entre guillemets la plus un peu, des fois un peu la plus rapide, quoi. Voilà. Enfin, si tu veux. Non, mais ça, c'est vrai, hein. De toute façon, on ne va pas virer 14 joueurs, hein. On va virer le staff ou le coach en question. C'est plus facile. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a ces blessés à Cournon. C'est leur gardien numéro un. C'est le recrutement de l'année dans cette poule en N1. C'est sûr qu'il manque à Cournon. Je ne suis pas en train de dire que s'il y a c'était là, ils auraient eu d'autres résultats. Je suis pas, un match dure 60 minutes et chaque match a son histoire. Mais c'est vrai qu'avec Yacine dans les buts, ça aurait été peut-être sûrement autre, au moins à domicile. Après, à Angers, ça reste une grosse équipe aussi, Angers. Donc, voilà. Mais non, après, c'est vrai que c'est tôt et ça doit être dur pour Lucas. Mais voilà, si les dirigeants estiment que c'est la meilleure des décisions, bah, voilà, c'est leur choix, c'est leur avis. Il faut respecter ça aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que ça ne s'est pas fait souvent au bout de 2 journées. Peut-être que ça date d'avant aussi. Il y a eu un problème avant, on ne sait pas ça. Et, C'est vrai. et voilà. Et moi, si je peux retourner un petit peu sur le plan un peu plus sportif, donc j'allais te poser la question à quand la Pro League? Bon, tu as répondu. Donc, un objectif sur 3 ans. Est-ce que l'objectif dans 3 ans est intégré avec toi comme entraîneur? Ou est-ce que tu as peut-être déjà pensé à un avenir? Pourquoi pas Non, non, alors, en avenir, je ne parlais pas d'un autre club, je parlais peut-être de la sélection du Maroc, par exemple. non, non, j'ai pas pensé à un autre avenir. Il s'est posé la question à un moment donné. J'étais en contact avec Ponto en Pro League l'année dernière pour avoir le costume d'entraîneur. Euh,
il s'est posé. Donc, moi, j'avais discuté aussi avec mes dirigeants pour parler justement de l'avenir, qu'est-ce qu'il en était à Mulhouse et tout ça. On m'a certifié que, en tout cas, le projet se portait avec moi comme entraîneur. D'accord. Donc voilà, en gros, le club se donne 3 ans pour monter. Je pense que cette année, ils ont bien compris, les dirigeants, que c'était une vraie année de transition avec des nouveaux joueurs et qu'il fallait que la mayonnaise prenne bien et que petit à petit, eh ben, on allait grimper. On reste sur 2 défaites, une logique parce qu'on n'a pas été dedans à Saintes et une moins logique où on a fait un match correct, mais malheureusement, on perd dans les dernières secondes, enfin les dernières minutes, alors qu'on était souvent, souvent devant pendant le match. Mhm. Mais voilà, c'est la loi du sport. Maintenant, à Mulhouse, le projet, ouais, sur 3 ans, moi, je suis issu de Mulhouse, enfin un petit village à côté. Je suis né ici. Je pense que je suis le plus mulhousien de ce groupe, en tout cas. Et du coup, non, non, ça me tiendrait à cœur de pouvoir remettre un club mulhousien en Pro League. Moi qui ai joué dans l'ancien club de Mulhouse au MHSA pendant 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Et du coup, voilà, c'est le projet. Quand je suis rentré du côté de Mulhouse, après mon passage à Dijon, c'est ce que je voulais. Je voulais aller en Pro League dans les 4 ans. Après, il y a eu ces années Covid où pendant 2 saisons, bah, voilà, on n'a pas trop joué et tout ça. Et maintenant, bah, ma carrière s'est arrêtée. Donc voilà, maintenant, si je peux remettre la SPTT Mulhouse-Rixheim en Pro League, je le ferai avec plaisir. Et en tout cas, je pense que d'ici 2-3 ans, peut-être qu'il y aura la place pour nous et on espère tous en tout cas. Les objectifs sont annoncés, du moins, Sébastien. Voilà. Tout à fait, ouais. Moi, j'avais juste une petite question à poser un peu personnelle à Mélie. Alors, je te rassure, Mélie, ce n'est pas une question piège, tu me connais. Mais disons que si maintenant, même si c'est encore un peu, on va dire pas frais dans ta tête, mais parce que ouais, ce costume à temps plein d'entraîneur, si maintenant tu aurais des joueurs de tout niveau qui viendraient te voir et dire voilà, nous, on aimerait bien aussi faire la même chose que toi, tu vois, devenir entraîneur, pas forcément, tu vois, d'un grand club, tu vois, mais quels sont les petits concepts, petites touches que tu pourrais leur donner quoi, par rapport à ton expérience, quoi, que tu pourrais leur dire voilà, prenez votre temps ou je sais pas, ce genre de choses, des petites touches quoi, que tu aimerais bien leur transmettre un peu si vraiment ils te disent voilà, nous on aimerait bien avoir le même cursus que toi. Quoi. Bah, ouais, il y a des choses positives comme il y a des choses négatives. Hein. Et c'est un cursus à la fois facile quand on connaît bien son groupe. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans le club à la SPT du Mulhouse-Rixheim où j'avais déjà joué avec les 3 quarts de l'équipe. Donc, je connaissais leurs qualités, je connaissais leurs défauts. Et c'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir ce costume d'entraîneur-joueur. Et je pouvais recruter, entre guillemets, qui je voulais selon les manques du mercato. Maintenant, voilà, je pense que ce qui est important, s'il y a des futurs joueurs, enfin des futurs anciens joueurs qui veulent devenir entraîneurs, c'est déjà forcément de se former et passer des diplômes. Derrière, de bien connaître son groupe, c'est super important. Et de bien penser que le joueur n'est plus là, en fait. On doit vraiment faire cette transition parce que même moi, au début, quand je suis revenu de D2, on jouait en N2, on est monté en N1 et là, on m'a proposé le rôle d'entraîneur-joueur. Et c'est vrai que moi, ce que je pensais, ce que je voyais du handball, forcément, il y a certains joueurs, ils ne pensent pas la même chose, ils ne voient pas la même chose. Et c'est ça qui est difficile. C'est vraiment ça qui est difficile. Et ce qu'on pense et ce qu'on met en place avec nos qualités à nous, tout le monde ne les a pas et vice-versa. Il y en a qui ont d'autres qualités que nous, on n'a pas. Et il faut utiliser en fait le meilleur de tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment difficile quand on devient vraiment entraîneur. Parce que là, aujourd'hui, je le vois, je ne suis plus sur le terrain du tout. Et je dois vraiment essayer de construire mon projet de jeu en fonction de tous les joueurs que j'ai et leurs qualités, leurs défauts. Et ça, c'est mon rôle primordial. Donc, c'est vraiment de penser à ça et de se dire aussi que des fois, les nuits, elles sont plus courtes parce qu'on réfléchit à ce qu'on va faire. Bon, il y a quel problème j'ai eu à l'entraînement aujourd'hui. Ouais, il faut que je corrige ça demain parce que ça ne va pas, ça ne m'a pas plu. Donc voilà, et en étant entraîneur, je pense qu'on a des cheveux blancs plus rapidement. D'accord. Bon, pour l'instant, je te rassure, ça ne se voit pas chez toi. Hein, donc, pour l'instant, ça va. Quoi. Donc, Ça va, pour l'instant, ça va. Attends la fin de saison. On essaiera de se revoir à ce moment-là. Non, blague à part, mais c'est vrai que, écoute.
Non, mais c'est vrai que, si je peux me permettre, c'est vrai que là, c'est un terme, comme tu l'as dit, même si tu n'as pas explicitement dit, c'est vrai que le terme de persévérance, quoi, c'est quelque chose qui est important, quoi, que ce soit aussi bien quand on va être joueur de haut niveau ou quand on va être entraîneur, comme tu l'as dit, vraiment, voilà, la persévérance, Ah, mais quoi. en plus, moi, il y a beaucoup de joueurs que je sais, c'est des anciens demi-centres qui veulent passer entraîneur. Et forcément, ils ont leur vision du handball. Comme moi, Mhm. j'ai la mienne, comme tous, on a la nôtre. Mais en tant que demi-centre, on est quand même responsable du projet de jeu d'attaque, des choses comme ça. Et je pense que remettre le même projet de jeu quand on jouait ou de ce qu'on voyait, bah, ce n'est pas possible en fait. On est D'accord. obligé d'utiliser nos forces en présence dans l'équipe, en fonction de leur qualité, de leurs faiblesses, et vraiment de faire un autre projet de jeu. Et aujourd'hui, le projet de jeu d'Erixel n'est plus le même que l'année dernière. Mhm. Et ça se trouve, dans 2 ans ou 3 ans, ça ne sera plus le même non plus. Donc voilà, on a d'autres qualités que l'année dernière, on a d'autres faiblesses que l'année dernière. Et voilà, à moi de trouver les bonnes choses pour que tout soit OK. Ouais, sinon, si je comprends, une adaptation permanente par rapport à ton public, quoi. Voilà, il y a les choses que tu sais, qu'on t'a appris, qui sont certaines, comme tu as dit, mais que tu ne peux pas mettre en place, voilà, par rapport à, pas des manques, mais voilà, par rapport à ton public, quoi, tout simplement, quoi, par rapport à leur projet de jeu, l'expérience, le profil et tout, quoi. Ouais, moi, je prends l'exemple sans citer de nom. J'ai un arrière-gauche jeune. Voilà, si je veux le faire travailler comme ça, comme ça, comme ça, bah, si lui ne perçoit pas cela, ce que je dis, Mhm. parce que moi je le pense, Mhm. euh, c'est pas en un claquement de doigts, en un entraînement, en 2 entraînements que ça va se passer. Ça va être sur du plus long terme. Et voilà, c'est des choses à laquelle il faut penser en amont, il faut préparer. Il y a plusieurs étapes dans une situation d'équipe comme ça. Et voilà, nous, on sait qu'à Mulhouse, on part de zéro parce que 8 nouveaux joueurs, dont, on va dire, sur le set de base, il y a eu 5 changements quand même, Mhm. et, et pas des moindres. Donc, toute une base arrière à reconstruire. C'est quand même compliqué. Maintenant, voilà, on y travaille. On y travaille. Et voilà. Et moi, j'ai une petite question qui vient de me venir là. Est-ce que, par exemple, maintenant, toi, en tant qu'entraîneur, tu comprends mieux les remarques de ton entraîneur précédent quand tu étais joueur ou pas? Ouais, 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 oui et non. Oui et non. Il y a des choses, il y a des remarques que des entraîneurs ont fait que je ne comprendrai jamais. Il y a des Mhm. remarques où je comprends beaucoup de choses. Et, et je pense il y a une phrase que j'aime bien répéter des fois quand les joueurs ne sont pas dedans. En fait, peu importe l'entraîneur, l'entraînement peut être bien à partir du moment où les joueurs y mettent du sien. Et peu Mhm. importe l'entraîneur qui vient faire entraînement à n'importe quel public, si l'entraîneur, c'est Patrice Canaillé, qui est le meilleur entraîneur français pour moi, euh, actuel en tout cas, s'il vient avec mon équipe et que mon équipe n'y met pas du sien, l'entraîneur ne sera pas forcément flamboyant. Mhm. Alors, c'est vraiment les joueurs sont vraiment acteurs essentiels de l'entraînement. Et c'est pour ça que moi, je tiens à ce que les joueurs mettent toujours du leur et toujours se donnent à fond parce que sinon, l'entraînement, peu importe ce qu'on met en place, ça peut pas matcher en fait si les joueurs ne sont pas à fond. Ouais, ça va, ça va. Donc ça, c'est vrai qu'un truc que je ne pensais pas, ça, enfin, en tant que joueur, parce que j'ai déjà des entraînements où je suis allé un peu tranquille, mais c'est vrai que ça peut fausser un entraînement en fait. Donc ça, j'y prête attention en fait. Mhm. C'est vrai que certains comportements, tu comprends un peu mieux, Ouais, enfin voilà, ouais, tu les ouais. comprends un peu mieux, quoi, voilà. Mhm. Ok. Sébastien, peut-être? Non, non, ouais, effectivement, ça me fait penser effectivement à ce qu'on a discuté une fois avec Mehdi, un peu quand on parle un peu effectivement de son équipe, et il disait toujours, c'est un truc où on était à peu près tous les deux en face, c'est-à-dire que ce qu'on reproduit toujours, on dit toujours, alors c'est le vieil adage aussi qui est Mhm. pareil, ça on entend depuis maintenant Mathusalem, mais que ce qu'on reproduit à l'entraînement, on le reproduit en match, etc. Donc effectivement, ce qu'on disait aux joueurs, quoi, certains effectivement, comme dit Mehdi, ne se donnent pas à fond. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs, hein, et Mehdi, on a aussi connu hein, des équipiers qui préféraient les matchs aux entraînements. Ça, on ne peut pas trop en vouloir certains, mais c'est vrai que ce que tu produisais souvent à l'entraînement, tu le reproduis en match. Et après, des fois, effectivement, ça prouve que voilà, qu'à un moment. Ouais, mais si on s'habitue, par exemple, à l'entraînement de faire sur un système d'attaque-défense, à faire, je sais pas, sur 10 ballons, 5 paires de balles, forcément, en match, on va en retrouver.
Et c'est des choses sur lesquelles il faut être, je pense, vachement rigoureux. Donc, il y a des instants dans l'entraînement, par exemple, s'il dure 1 heure et demie, il y a des instants où on peut un peu plus rigoler, tenter des choses et tout ça. Il y a des instants où Être relâché, quoi. concentration maximale et voilà, et aller au fond des choses, puis travailler pour les autres, travailler pour soi. Et voilà, c'est super important. On s'en rend peut-être pas compte quand on est joueur, mais quand on est loin derrière et on regarde, c'est super important. Même les comportements de chacun à l'opposé du ballon, des choses comme ça en défense, c'est super, super important. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Je suis d'accord avec toi. Et peut-être Sébastien pour le mot de la fin, parce qu'on est à 25 presque. Mhm. Si. Non, franchement, pour le, pour le mot de la fin, j'espère juste, bon, on a tellement de choses à dire qu'on retrouvera une fois Mehdi pour Ah une oui. autre émission, quoi, pour encore, parce que je sais que aussi Mehdi est friand un peu de parler un peu justement de ce rôle d'entraîneur aussi par rapport justement à une nouvelle fonction qu'il a, quoi, puisque c'est comme un projet de jeu qui est intéressant avec du nouveau Mhm. monde, quoi. Moi, la seule chose que je voulais savoir, c'est un peu en guise de conclusion, quoi. Alors, c'est une question un peu personnelle, mais voilà. C'est qu'est-ce qu'on peut attendre un peu, on va dire, de l'entraîneur, on va dire, comme tu dis, qu'il y a un nouveau groupe, quoi, de nouveaux joueurs, de nouvelles individualités, mais comme tu l'as dit, qui bossent bien. Qu'est-ce qu'on peut l'attendre pour fédérer un peu tous ces, aussi bien ceux qui sont restés que les nouveaux, pour les nouveaux projets, quoi, pour arriver aux objectifs, quoi, qu'on s'est fixés, quoi. Qu'est-ce qu'on peut, comment un peu tu peux, l'entraîneur que tu es peut un peu fédérer ça aussi bien dans son discours que dans ses actes. Voilà, qu'est-ce qu'on. Voilà. Moi, je leur ai dit, pour rien vous cacher, en début de saison, je leur ai dit, écoutez, c'est un nouveau groupe, il y a une nouvelle osmose à Mhm. créer. Ça, c'est vous, le groupe, qui pouvez la créer. C'est pas l'adjoint, c'est pas moi, c'est pas que le capitaine, c'est tout le monde. Tout le monde doit créer cette nouvelle osmose. Et je pense que l'osmose entre joueurs, elle se crée dans la préparation, dans les événements qu'on fait, dans les événements qu'on partage hors handball aussi, dans le vestiaire. Ça, c'est super important. On ne se rend pas compte, mais le vestiaire dans un groupe, c'est très, très important. C'est là où les joueurs se disent beaucoup de choses. Donc ça, c'est leur truc. Moi, ce que je peux leur apporter, c'est vraiment le handball. Ça, forcément, c'est mon job. Maintenant, pour fédérer tout ça, bah, on essaie de faire des choses un peu à côté. On a fait une sortie golf. Là, prochainement, bah, il y a un grand repas qui est organisé avec les joueurs, leurs femmes, etc. Et tout ça, ça crée une osmose, en fait. Et en fait, il y a une dynamique derrière de groupe qui se crée. Bien sûr, bon, on a un statut un peu mi-pro, enfin, pro et semi-pro. Donc, Mhm. où les pros se côtoient beaucoup, beaucoup. Ils partagent des moments aussi de rigolade. Par exemple, là, on était ce matin à la cryothérapie. Il y en a qui ne supportent pas, donc ils vont dans le bain froid et dans le sauna, des choses comme ça. C'est des petites anecdotes à raconter en fin de saison. Maintenant, pour fédérer un groupe, je pense que vraiment, c'est l'entente, mais les résultats, ils jouent pour beaucoup aussi. Forcément, là, malheureusement, on est sur 2 défaites en 2 journées. On sait qu'on peut battre certaines équipes. On sait qu'il y a des équipes contre qui ça sera très dur. On est conscient de nos forces et de nos faiblesses. Maintenant, voilà, ce qui est important, en tout cas, moi, j'ai de la chance d'avoir ce groupe qui se bat et qui travaille vraiment dur et qui ont envie. Ils ont envie d'aller chercher quelque chose. Ils ont envie de montrer qu'ils ont leur place. Et c'est vrai qu'il nous manque peut-être une semaine de préparation, comme j'avais dit en amont dans une interview que j'avais fait avec toi, Seb. Mhm. Euh, c'est vrai que la prépa, elle a été très très courte, vu que le championnat a été avancé à début septembre, donc d'une semaine. Et c'est vrai qu'il nous manque peut-être une semaine de cohésion pour que tout soit parfait, entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, nous, on s'efforce à faire des choses. Maintenant, on s'efforce à faire des choses handballistiques, mais aussi hors handball, parce qu'il faut se libérer. Le handball, c'est bien, c'est le job de certains, c'est la passion aussi de tout le monde. Et maintenant, il faut aussi penser un peu hors handball. Donc, par exemple, je sais que les garçons, ils ont vraiment adoré la journée au golf. Donc, ça, c'est des moments qu'ils ont partagés. Ils n'ont pas parlé handball. Le cadre était magnifique. Ils ont joué. Il y en a qui se sont découverts des talents. Donc, bon, il y en a à l'inverse, du coup, hein. C'est ce que j'allais dire. Il y en a d'autres, non. Il vaut mieux pas leur mettre ça un peu entre les mains parce que sinon. Exactement. Et voilà, maintenant, je pense que c'est une équipe jeune qui est en construction. Comme tu as dit, il y a des anciens, des nouveaux. Chacun ramène un peu son grain de sable. Et du coup, bah, on va essayer de former le meilleur groupe possible et rien lâcher de toute façon, quoi qu'il arrive.
Et après, au niveau du handball pur et dur, à moi d'essayer de les faire progresser. Ils sont encore jeunes et ils doivent encore apprendre beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon rôle. Et tout le mal qu'on te souhaite, comme on dit, quoi, Tout effectivement. à fait. Tout à fait. Merci en tout cas, Mehdi, d'avoir répondu à notre invitation dans la sphère du hand. Merci Sébastien, comme à chaque fois. Merci à toi, Maxime, et merci aussi beaucoup à Ménien. Franchement, c'est toujours Merci à vous, un plaisir que de pouvoir échanger avec toi. C'est vrai qu'en ce moment, petite parenthèse un peu de bon enfant, c'est vrai qu'en ce moment, Médi et moi, on échange beaucoup, que ce soit au niveau handball, que ce soit au niveau autre chose. C'est vrai qu'actuellement, ça fait partie des nouvelles relations de l'entraîneur, justement. Voilà. Mais à titre personnel, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler, comme a dit Mehdi, de parler handball, parler aussi un peu hors handball. C'est toujours intéressant de voir les personnes un peu hors cadre aussi. Voilà, quoi. Ouais, je trouve que ce système-là aussi d'émission, ça peut permettre au handball aussi d'avancer. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, il y a forcément tout ce qui se passe à très très haut niveau. Maintenant, à un moindre niveau, enfin mi-niveau, mi-pro, comme nous, la N1 Elite, voilà, il y a quand même des pros dans cette N1 Elite. Il y en a qui travaillent, qui sont étudiants et tout ça. Donc, il y a des semi-pros. Et je pense que ce genre d'émission peut faire avancer aussi beaucoup et peut aider beaucoup de gens à regarder à ce qui se passe un peu ailleurs dans les clubs. Et c'est vraiment intéressant. C'est l'objectif. Merci beaucoup, Mehdi, en tout cas. Merci, Seb. Et puis, on se retrouve, j'espère, bientôt, en tout cas, pour continuer à parler sur ces sujets qui passionnent. On n'a jamais assez de temps, malheureusement, mais bon, il faut bien qu'on se mette des limites. Merci encore, Mehdi. Merci, Sébastien. Passez à tous une très bonne semaine. Et puis, il est déjà 18h dans la sphère du handball. Merci.